Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette webcast sur le reporting durable des institutions financières. Alors, on va traiter le thème de la taxonomie et exclusivement le thème de la taxonomie. On traitera du sujet d'SFDR dans une prochaine webcast. On pensait pouvoir faire les deux, mais vous verrez, la richesse du sujet relatif à la taxonomie a eu raison de cette ambition. Alors, vous êtes plus de 150 à être inscrits, ce qui témoigne d'un intérêt certain au sujet de la taxonomie qui, je pense, est lié à un certain nombre d'enjeux, notamment les enjeux de communication, des enjeux de mise en place opérationnelle complexe qu'on va pouvoir illustrer dans cette podcast, et tout ça dans un délai très contraint. Alors, avant de commencer, je vous rappelle les précédents épisodes sur les rendez-vous du reporting de durabilité. Donc, il y en a eu 6, donc nous sommes à l'épisode 7. Et vous pouvez toujours les consulter sur notre site internet. Les podcasts sont disponibles. Alors, attaquons. Donc, nous avons l'agenda ici avec 6 temps. Un rappel des principales dispositions de l'acte délégué de l'article 8, celui qui porte sur le reporting de la taxonomie. Ensuite, on va prendre le temps de prendre un certain nombre de questions très pratiques et spécifiques pour lesquelles on va regarder les potentielles réponses. Donc, sur les thèmes de discussion en cours. Pour revenir ensuite sur des retours d'expérience avec un praticien et le point de vue du régulateur, praticien régulateur que je vais présenter juste après. Et enfin, toucher les thèmes de la vérification des informations sur la taxonomie et les prochaines étapes de la taxonomie. Avant une séance de questions-réponses. Et donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On les prendra à la fin. Et donc, voilà les intervenants qui j'aurai le plaisir de présenter aujourd'hui, avec Yanja Ramananarivo, qui est directrice de la régulation des émetteurs aux affaires internationales de l'AMF, Jean-Baptiste de Vertamont, Head of Group Corporate Sustainability Reporting of AXA, et Diana Bandoy, qui est senior manager chez PwC, qui va présenter avec moi et que vous allez bientôt voir en vrai un peu plus tard. Donc, on va commencer par Diana. Donc, Diana, si tu peux nous présenter donc, les principes déjà pour commencer de la taxonomie avant d'entrer dans les sujets de reporting spécifiques. Bonjour Ami, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc en quelques mots, la taxonomie, qu'est-ce que c'est? Donc on peut dire que c'est un dictionnaire des activités durables qui va permettre in fine de juger dans quelle mesure une entité opère justement dans ces activités dites durables. L'idée derrière tout ça quand même étant in fine d'orienter les flux de capitaux vers ces activités plus vertes. Les entreprises concernées sont les entreprises financières et non financières qui sont assujetties à la NFRD. On va revenir sur ce point un peu plus tard dans notre webcast. Et la taxonomie, ça démarre dès cette année au titre du reporting 2021. Les informations sont publiées dans la DPEF. Il faut toutefois avoir en tête que cette taxonomie est d'application progressive. D'une part, parce que cette année, on n'est que sur la notion d'éligibilité sur laquelle on va revenir un peu plus tard, et en raison du fait que seuls 2 objectifs sur les 6 que vous voyez à l'écran sont couverts cette année. Donc, ce sont plutôt les objectifs climat, d'atténuation et d'adaptation du changement climatique. Pour les autres, ça va être d'application un peu plus tard et on va revenir sur ces points-là plus en détail à la fin. Donc, l'output de toute cette réglementation, ce sont donc des KPI à calculer. Pour les entreprises non financières, on va commencer par celle-ci, c'est tout ce qui autour de chiffre d'affaires durable, CAPEX durable, OPEX durable. Et pour les entreprises financières, c'est spécifique à chaque type d'entreprise. Par contre, on a quand même des principes qui sont identiques. Ensuite, la taxonomie, c'est une démarche qu'on peut séquencer en plusieurs étapes. La première, c'est quelles sont les activités éligibles. Donc là, il s'agit de voir les descriptions qui sont dans les différents actes délégués, en l'occurrence climat pour le moment. Ensuite, on va prendre les étapes 2 et 3 ensemble de contribution substantielle et de
ne pas causer, comment dire, de préjudice important, le fameux do no significant harm, selon des critères spécifiques qui sont définis dans les actes délégués. Et dernière étape, est-ce qu'on respecte les garanties minimales en référence à des principes de droits de l'homme et de droit au travail? Une fois qu'on a passé toutes ces étapes, une activité est dite durable ou alignée, vous entendrez les deux termes, et à partir de là, on peut calculer les KPI. Peut-être le point à préciser, c'est que cette démarche, in fine, elle est surtout applicable, entre guillemets, aux entreprises corporate. Les entreprises financières, qui est notre point d'intérêt du jour, le vivent plus par transitivité, dans le sens où, voilà, il faut qu'elles se reposent sur les données taxonomie produites par leur contrepartie, à minima entreprise sous-jacente, et c'est un point sur lequel nous allons revenir. Merci Dienaba. Alors, tout ceci, en fait, ce cadre est défini dans des textes législatifs, hein, et on a mis les textes ici sur l'écran. Donc, le premier, évidemment, c'est le règlement taxonomie, mais complété par deux actes délégués. L'acte délégué climat qui donne les critères techniques et les activités éligibles, qui fait plusieurs centaines de pages. Donc, on est dans un niveau de technicité des activités sous-jacentes assez important. Et l'acte délégué, article 8, qui porte spécifiquement sur les informations à publier et les modalités de publication. Et donc, c'est entre guillemets l'acte délégué de reporting. On a eu aussi une documentation complémentaire qui a été produite par la Commission européenne et d'abord les FAC, donc une documentation récente, hein, puisque c'est le 20 décembre 2021 et le 2 février 2022, des FAC sur des questions spécifiques concernant l'article 8 et le reporting, et une documentation de la plateforme pour la finance durable qui a donné des indications sur le reporting volontaire, notamment. Alors, ces publications de FAC de la Commission européenne ont été à la fois bienvenues parce qu'il y avait une nécessité de clarifier beaucoup de points, mais ont été aussi, paradoxalement, aussi source de nouvelles interrogations ou discussions. Et donc, la question qu'on posait, c'était quel est le statut relatif de ces différents textes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques appréciations là-dessus? Donc, effectivement, il y a eu deux lots de publications relatives à l'acte délégué article 8. Un premier lot en décembre avec un FAQ de la Commission d'une part et les documents de la plateforme Finance Durable d'autre part. Et une deuxième publication en février avec un second FAQ de la Commission qui vient donc compléter le premier. Je crois que vous l'aviez indiqué, Rami, l'objectif de ces documents est donc d'aider les préparateurs, les parties prenantes dans l'implémentation de l'acte délégué et en particulier sur les reportings d'éligibilité dont sont redevables les sociétés financières en 2022 et en 2023. Il s'agit ici de guidance interprétative et le document de février indique clairement qu'il a été approuvé par la Commission européenne, donc approuvé par les commissaires, hein, pas uniquement un document du staff, avec une adoption formelle par la Commission lorsque le document sera traduit dans toutes les langues, ce qui paraît être une formalité. Donc le document finalement indique du point de vue de la Commission, comment interpréter certaines dispositions de l'acte délégué article 8. Donc, c'est donc un outil mis à disposition des sociétés pour clarifier les textes, guider dans l'application de la législation et donc favoriser, in fine, la convergence et l'harmonisation dans l'application de cette guidance. Alors, vous avez évoqué également, Rami, je crois, le fait que certaines parties prenantes s'interrogent ou sont un peu perplexes sur ces FAQ. Alors effectivement, certains sont ennuyés par le timing de ces communications de la Commission, qui sont jugées peut-être trop proches de la clôture ou de la publication des rapports par les sociétés, ou d'autres qui s'interrogent sur le contenu de certaines réponses apportées qui peuvent soulever des questions. Je crois qu'il faut aujourd'hui revenir à l'objectif initial qu'on vient d'évoquer, qui est encore une fois de contribuer, d'éclairer dans l'application de l'acte délégué. Et il faut donc, à mon sens, accueillir positivement cette démarche et aller de l'avant. Donc, il importe, je pense, pour tous de jouer le jeu dans leur application. S'agissant des documents publiés par la plateforme Finance Durable, qui donc ont accompagné la publication de la Commission en décembre, un mot rapide peut-être sur ce que c'est la plateforme. C'est un groupe d'experts permanents, donc experts du secteur public, privé, de l'industrie, du monde académique, de la société civile,
qui assiste en fait la Commission dans le développement de sa politique finance durable et en particulier la taxonomie européenne, donc en donnant son avis sur les critères techniques d'alignement, l'intégration de nouveaux secteurs et travaille également sur les différents objectifs environnementaux qu'évoquait Djenaba un peu plus tôt. Donc l'objectif de la publication de décembre était là aussi d'assister les sociétés, non pas cette fois dans l'application des dispositions réglementaires de l'acte délégué, mais plutôt dans la préparation pour les sociétés qui le souhaiteraient de reporting volontaire en complément des reportings réglementaires demandés par l'acte délégué, avec donc des recommandations en matière de présentation et de préparation de ces données. Il y a eu également une publication de la plateforme d'un document Excel qui présente un mapping indicatif entre les codes NAS qui sont aujourd'hui prévus dans les descriptifs de l'acte délégué pour identifier les activités éligibles avec les autres classifications sectorielles type Bloomberg, etc. Donc, les publications de la plateforme sont indépendantes de celles de la Commission européenne et n'engagent de fait pas la Commission. On va pouvoir avancer peut-être, Djenaba. Voilà, si tu peux nous rappeler le scope d'application du règlement taxonomie. Alors, le règlement taxonomie, ils sont soumis, globalement, les entreprises qui sont soumises à la NFRD. Donc, concrètement, il s'agit d'entreprises qui sont des EIP, qui ont plus de 500 salariés et qui respectent un des deux seuils de bilan ou de chiffre d'affaires, à savoir 20 millions d'euros de bilan et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on entend par EIP notamment, c'est par exemple toutes les sociétés dont les titres sont cotés. On entend par ça actions et obligations, tous les établissements de crédit au sens de CRR, ainsi que, par exemple, toutes les entreprises d'assurance selon la directive sur les comptes annuels et consolidés des entités d'assurance. Quand on sera sur la CSRD, le scope évoluera, il sera plus large, mais bon, pour le moment, on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, on y reviendra le moment venu. Peut-être quelques précisions en termes de spécificité pour le secteur financier qui concernent les filiales notamment financières de groupes industriels ou des filiales d'assurance de groupes bancaires ou inversement des filiales bancaires de groupes d'assurance. Sur ces derniers types d'entreprises, en fait, la FAQ de décembre dernier a apporté des éclaircissements pour les préparateurs qui sont concernés, à savoir qu'une entité donnée qui est en filiale d'une mère qui elle-même produit de la NFRD, qui publie des données non financières selon les principes de la NFRD, cette filiale est exemptée. Et donc, le principe qu'a repris cette FAQ de décembre est de dire, dès lors qu'on est exempté des obligations de la NFRD, nous sommes exemptés également des obligations de taxonomie. Donc, pour faire clair, seules les maisons mères ont l'obligation de produire les informations taxonomie, même si les filiales concernées, en fait, opèrent dans des secteurs différents. Et c'est là le cœur du sujet, parce qu'on comprend bien qu'une filiale bancaire d'un groupe industriel ou une filiale d'assurance d'un groupe bancaire vont être sur des KPI différents de leur maison mère. Toutefois, les filiales concernées peuvent produire les données taxonomie à titre volontaire, si elles le souhaitent et si au niveau du groupe, on trouve que c'est une information qui est pertinente. Merci Djenaba. Donc on va pouvoir expérimenter cette dichotomie obligatoire volontaire plus tard. On voit que c'est une des solutions aux différents problèmes qui sont posés par le reporting de taxonomie et notamment celui-là. Alors, on va peut-être présenter rapidement les indicateurs cibles qu'il faut discloser pour les institutions financières. Et en fait, il y a des KPI spécifiques par type d'entreprise financière, asset management, établissement de crédit, entreprise d'investissement et entité d'assurance et réassurance. Ce qu'on a voulu là, c'est de manière très schématique et simplifiée, illustrer un peu le mécanisme général avec un ratio qui est important, qui est le ratio d'actifs, qu'on retrouve un peu partout. Et le ratio d'actifs, c'est les actifs alignés avec la taxonomie sur une assiette globale des actifs. Et dans la banque, c'est Green Asset Ratio typiquement, sinon c'est les KPI actifs. Alors, le fonctionnement, on a voulu illustrer là. On a pris un exemple fictif
On a 3 actifs dans une institution financière avec un prêt dirigé 200 millions qui investit dans une entreprise qui est 50% alignée avec la taxonomie, ce qui fait que 50% de ces 100 millions sont alignés. Ça fait 50 millions d'alignés. Deuxième actif est 0% aligné, donc on a 0. Et le troisième actif, c'est un financement de projet qui est 100% aligné, 200 millions. Donc, on a 100% de 100 millions qui sont alignés. Et donc, lorsqu'on regarde tous les encours qui sont alignés, on a 50 plus 100, ça fait 150, sur un total de 400, d'où un green asset ratio de 37,5. Voilà, c'est très simplifié. Malheureusement, les ratios ne sont pas de 37,5, c'est beaucoup plus bas. Et puis, rien que ça, ça pourrait entraîner déjà beaucoup de questions, questions qu'on va aborder par la suite. Djenaba, il y a des règles communes et des règles spécifiques. Est-ce que tu peux rapidement nous les brosser pour qu'on voit un peu quelle est la cible en fait de tout ça? D'accord. Donc, commençons par les règles communes. Elles sont, enfin, on va les voir d'abord en termes de modalités de calcul. On exclut de l'assiette tout ce qui est exposition sur les souverains, donc à la fois du dénominateur et du numérateur. Et pour les souverains, ça concerne également tout ce qui est green bonds. On va revenir sur ce point-là un peu plus tard. Et autre exclusion commune, on exclut du numérateur tout en les conservant dans l'assiette de calcul, donc de dénominateur, tout ce qui est dérivé et exposition sur les entités non-NFRD. Petite précision, le traitement qu'on a aujourd'hui sur les entités non-NFRD ainsi que les souverains pourrait évoluer à la suite de la revue qui est prévue mi-2024 avec potentiellement première application début 2025. Mais ça, on n'y est pas encore. Et autre point commun, c'est que toutes ces informations taxonomie, on nous demande de les reporter de manière assez granulaire quand même dans des templates spécifiques qui seront d'utilisation obligatoire à partir de l'alignement, donc 2024. Maintenant, si on rentre dans les KPI par type d'établissement, donc comme on l'a dit tout de suite, tout ce qui est établissement de crédit, on est sur un indicateur principal, le Green Asset Ratio, où premier point important, c'est qu'on est sur la base de la consolidation prudentielle. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? D'une part, qu'on exclut tout ce qui est actif porté par les filiales d'assurance et que d'autre part, la base de départ et de calcul et le reporting fin REP pour les établissements de crédit. Et là, on voit sur la gauche que, en fait, ce Green Asset Ratio, il se comporte assez de la même manière que ce que tu viens d'expliquer, Rami. Donc, activité alignée sur total des actifs, à calculer au regard des CAPEX et chiffre d'affaires, sachant que pour rappel, tout ce qui est entité non financière va calculer des CAPEX durables et des chiffres d'affaires durables. Et il y a un découpage de ce Green Asset Ratio en sous-indicateurs, dont certains comme prêt immobilier, prêt automobile, qui sont vraiment basés sur lequel l'alignement va être regardé sur la base de l'actif sous-jacent. Donc concrètement, automobile, le taux d'émission de CO2 du véhicule financé, dont l'achat a été financé. Donc voilà. Ensuite, on a des indicateurs additionnels qui vont être publiés à partir de 2024. Donc, le premier type d'indicateurs, ce sont des indicateurs de hors bilan. Donc, d'abord les garanties financières et les AUM. Puis, à partir de 2026, tout ce qui porte sur les frais et commissions, ainsi que le trading book, dans le cas des établissements pour lesquels c'est ce type d'exposition, donc portefeuille de trading, est significatif. Ensuite, si on passe aux assureurs, eux, ils ont deux types de KPI. Le premier porte sur les investissements et là encore, on le voit, ils fonctionnent de manière très similaire à ce qu'on a présenté à l'instant, toujours sur la base des CAPEX et du chiffre d'affaires. Il faudra en cible distinguer les investissements en UC des autres investissements. Et ça, c'est une demande qui est faite dans le template de reporting. Le deuxième KPI qui est demandé pour les assureurs, il couvre la souscription en assurance non-vie. Là, on a 8 activités
d'assurance non-vie qui couvrent des dangers liés au climat qui sont listés dans l'acte délégué climat. Ces activités sont reprises en fait des classifications Solvency 2 et là, l'objectif est de déterminer la part des primes d'assurance non-vie qui sont alignées sur le total de vos primes d'assurance non-vie. Et là, en fait, en complément, bon, il faudra faire ressortir les primes qui sont liées à des activités cédées ou acceptées en réassurance. Ensuite, pour nos amis asset managers, là, on va être exactement sur le même fonctionnement que l'indicateur pour les assureurs, en tout cas pour l'investissement, toujours sur la base du chiffre d'affaires et des CAPEX, selon le modèle qu'on a décrit à l'instant. Et enfin, pour finir, dernier type d'établissement financier, les entreprises d'investissement. Là, on a deux indicateurs. Le premier, qu'on va dire, qui est le format classique, où là, on va déterminer la part verte des investissements selon les mêmes modalités que ce qu'on vient d'expliciter. Et le deuxième, par contre, c'est lorsqu'on est sur des activités pour compte de tiers, où on va appliquer la mécanique qu'on a explicitée sur les revenus qui sont générés, en fait, les commissions et tout ce qu'on touche relativement à ces activités de gestion pour compte de tiers. Donc voilà, maintenant on a vu couvert toutes les entreprises financières et on voit bien que l'approche à mettre en œuvre est quelque part la même. Dans tous les cas, bon, malgré quelques subtilités qui peuvent exister ici et là dans les différentes annexes dédiées. Merci Djanaba. Alors, un élément qui va être très structurel, c'est le calendrier. Avec, tu l'as dit, une cible qui est, voilà, vous la voyez. La déclaration complète, c'est principalement 2024 pour l'essentiel des KPI. Et en 2022 et 2023, c'est une déclaration simplifiée, avec la particularité, vous le savez, pour les entreprises financières par rapport aux entreprises non financières, c'est que les entreprises financières ont 2 ans de déclaration simplifiée, avec les entreprises non financières n'ont qu'1 an en 2022. Et les autres dates qu'on voit ici, c'est 2025, où on pourrait intégrer potentiellement les entités non FRD suite à une revue qui sera faite en 2024 sur la pertinence de le faire. Et puis les KPI trading et frais de commission pour la partie bancaire en 2026. Donc la déclaration simplifiée, c'est ce qu'on doit faire pour 2022, donc maintenant. Et 2023 et 2022. Et là, on a mis les informations qu'il est nécessaire de produire dans la déclaration simplifiée, qui sont essentiellement des informations d'éligibilité, donc liées à l'exposition des activités éligibles et les activités non éligibles, et quelques agrégats qui permettent un peu de voir les ordres de grandeur d'autres postes d'actifs qui sont ensuite importants pour l'analyse. Mais c'est l'article 10 de l'acte délégué qui précise ça. Mais vous voyez, là, principalement, c'est qu'on a quasiment de l'article 10 qui sont dans cette slide. Et donc, ça donne un peu une idée, la raison pour laquelle il y a plein de questions qui peuvent se poser, parce qu'avec ce peu de texte, il faut appliquer une réglementation, somme toute complexe, on l'a montré avant, et qui peut poser beaucoup de questions sur les activités sous-jacentes ou la complexité d'un bilan qu'on peut trouver dans la gestion financière. Alors, nous avons évidemment sur l'éligibilité également la part éligible des primes d'assurance et puis des informations qualitatives sur lesquelles on va revenir. Et je vous propose donc de passer au point spécifique de discussion. Je regarde toujours ce qu'on a récupéré Yanja et je vous dis, comme ça on pourra attaquer la question. Et ces points, un petit préambule de notre part. Alors vous avez vu un peu le fait qu'il y a eu des facs, la peu de richesse des textes initiaux. Les éléments de réponse qu'on va mettre là ont été basés sur la base de nos connaissances et des échanges qu'on a pu avoir au sein de notre propre réseau. On a mis en place un mécanisme pour partager les questions au niveau européen et partager les réponses au niveau européen, des discussions évidemment au sein de la CNCC,
avec nos clients. On a aussi communiqué avec la plateforme. Pour autant, ces textes sont en cours de construction. Ils peuvent être amenés à être clarifiés par d'autres éléments qui viennent des régulateurs, par exemple, et donc ils peuvent évoluer. Donc, on vous transmet ici ce qui fait le plus sens à partir des informations dont on dispose. Première question. Dienaba, sur le format du reporting à utiliser. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour cette année, il n'y a pas de format obligatoire pour les données quantitatives. Donc, on peut en fait utiliser / s'inspirer du template de la commission pour chaque type d'entité d'établissement financier, dans la mesure où en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le reporting d'éligibilité, il prépare le reporting d'alignement. Donc, à ce titre-là, il fait sens. Et par ailleurs, la plateforme a également publié en décembre dans son guide de reporting volontaire des templates qui peuvent aider les établissements pour le reporting d'éligibilité. Merci. Alors, on a vu qu'il y avait des informations qualitatives à indiquer dans ce premier reporting. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça doit couvrir? Alors, effectivement, on a dans une des annexes toutes les informations qualitatives qui sont requises. En somme, et ces dispositions, elles sont communes à tous les établissements financiers. En somme, c'est donner toutes les informations contextuelles qui vont permettre de comprendre la manière dont les indicateurs sont construits. Et d'autre part, c'est une description de la conformité à la taxonomie, de la stratégie commerciale, processus nouveaux produits, bref, en fait, la manière dont les entreprises financières vont infuser et infusent actuellement la taxonomie dans leur stratégie, gestion des risques et leur processus. Cette année, c'est vrai qu'il y a quand même le premier point sur toutes les données contextuelles va être extrêmement important parce qu'il s'agit là de mentionner clairement les options qui ont été retenues par vos entités respectives, aussi bien dans le reporting obligatoire et volontaire, point sur lequel on va revenir dans un peu plus tard. Et là, voilà, il faut avoir en tête que c'est une première année, donc c'est bien très important de bien expliquer tout ce que vous faites, notamment au regard des diverses options qui peuvent exister. Merci Dienaba. Effectivement, je pense que ces informations qualitatives seront au moins aussi importantes que les informations quantitatives, compte tenu de la nature des informations quantitatives. Alors, on va passer à la souscription. Donc, KPI souscription, donc on est dans l'assurance. Et donc, il est prévu de couvrir la quote-part des primes d'assurance non-vie qui sont éligibles à la taxonomie. Est-ce que tu peux nous préciser cela, Dienaba? Alors, peut-être le premier point pour commencer, c'est que les activités d'assurance non-vie sont les seules activités financières, en fait, qui sont explicitement citées dans l'acte délégué climat, et ça sur l'objectif d'adaptation au changement climatique. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on part de 8 lobes Solvency 2 qui sont explicitement mentionnés. C'est par exemple tout ce qui est assurance de frais médicaux, enfin vous les voyez à l'écran, assurance maritime, aérienne et transport. Aujourd'hui, ce qui ressort des discussions de place, on a identifié 3 lines of business donc, qui couvrent généralement des périls climatiques. C'est l'autre assurance des véhicules à moteur, l'assurance maritime, aérienne et transport, ainsi que l'assurance incendie et autres dommages aux biens. Sur ces 3 lobes, 3 approches ont été envisagées, de la moins granulaire à la plus granulaire. La première, c'est de dire on prend 100% des primes de ces 3 lobes sans plus d'analyse. La seconde, qui est intermédiaire, c'est de dire qu'on prend 100% des primes des seuls produits de ces lobes qui couvrent effectivement un péril climatique. Et le troisième point, là, on est sur un niveau beaucoup plus granulaire qui est la quote-part de primes au sein d'un contrat donné qui couvre un péril climatique. La FAQ de février, de début février, elle a plutôt validé, entre guillemets, la vue numéro 2. Dans la pratique, on sait néanmoins que beaucoup d'acteurs vont appliquer la première
vue, notamment pour des raisons de disponibilité de la donnée. Et enfin, la troisième vue, elle sera plutôt mise en œuvre pour l'alignement où de toute manière, il faudra être sur une approche beaucoup plus granulaire en prenant en compte les dispositions qui sont dans les actes délégués climat, donc en l'occurrence les critères techniques. Merci Dienaba. Alors, je profite que Jean-Baptiste soit là et apparemment je crois qu'on a récupéré Yanja, donc je lui poserai la question ensuite. Yanja, pardon, Jean-Baptiste, on a vu cet indicateur sur les KPI non-vie. Alors, on va traiter plus tard de sujets plus généraux sur la façon dont vous avez organisé votre projet taxonomie, mais puisqu'on parle de cet indicateur spécifiquement, on aimerait bien avoir votre retour sur la façon dont vous l'avez appréhendé. Bonjour Ami, bonjour à tous. J'en profite tout d'abord pour remercier Price pour cette invitation. Clairement, la taxonomie est un sujet passionnant et encore très nouveau pour nous tous, donc je suis très heureux de participer à ce webcast aujourd'hui. Pour répondre à votre question, force est de constater que, comme beaucoup d'autres aspects du règlement, la définition de l'indicateur souscription manque encore certainement de précision, même avec les FAQ. Et donc, il est sujet à différentes interprétations et vous avez justement décliné les trois principales options qui s'offrent aux assureurs. Donc, chez AXA, dans notre analyse, nous avons voulu avant tout garder à l'esprit ce qui nous semble être l'intention du régulateur, c'est-à-dire d'identifier la part des activités assurantielles non-vie qui permettent de s'adapter aux effets du changement climatique. Et c'est vrai que même si ce n'est pas explicitement précisé dans l'acte délégué, il nous semble que des couvertures qui n'excluent pas des risques climatiques peuvent remplir ce rôle. Et c'était un point de discussion qui est encore ouvert, les FAQ n'y ont pas répondu, mais voilà, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et cela nous obligerait donc à analyser vraiment très finement les produits et contrats qu'on propose à nos clients. Mais opérationnellement, il ne serait pas toujours possible d'isoler des primes, la part de la couverture qui couvre des périls climatiques. Donc, cette dernière option que vous avez présentée, elle est quand même pas évidente à mettre en œuvre. Si on le faisait, ça serait même un petit peu artificiel, voire assez approximatif. Donc, comme la dernière FAQ le préconise, nous préférons plutôt une approche par produit, dans laquelle on prendrait donc la totalité de la prime, dès lors que ce produit inclut une couverture pour les périls climatiques. Mais cela nécessite néanmoins un travail assez conséquent, qu'il faudrait appliquer dans nos entités d'assurance sur l'ensemble de nos marchés et pas seulement dans l'Union européenne. Et c'est donc un des chantiers majeurs que l'on a pour l'année à venir. Mais c'était difficile à mettre en œuvre pour cette année. Donc à court terme, et de manière assez pragmatique et relativement prudente, on fait le choix transitoire, bien entendu, d'une approche où on identifie les segments d'activité qui, de manière assez naturelle ou évidente, ont des couvertures pour des périls climatiques et on prend la totalité des primes. C'est ainsi qu'on a sélectionné un peu comme la place le préconise, 3 segments d'activité. Il y a des discussions pour les étendre à d'autres, mais effectivement, ce sont essentiellement ces 3 segments d'activité qui peuvent être présentés dans un premier temps. Bon, bien entendu, dans le cadre du chantier que je mentionnais un petit peu plus tôt, nous chercherons à affiner et à avoir une information un petit peu plus détaillée. On retourne au sujet et aux KPI relatifs aux investissements. Et comme on l'a évoqué précédemment, il y a un certain nombre de choses à faire sur le reporting des KPI sur les actifs. Peut-être que tu peux, Dienaba, nous donner un peu une vision globale des différentes étapes. Oui, alors voilà, finalement, l'idée est de se dire ce reporting sur les actifs, on peut l'appréhender comme un entonnoir. Donc, on part d'une base qui est la plus large, celle du total des actifs qu'on va aussi retrouver sous le terme de total des investissements quand on est assureur ou asset manager. Et voilà, pour chaque type d'entreprise, en fait, les annexes dédiées à l'acte délégué
de l'acte délégué à l'article 8 précise cette base de départ. Donc, à ce niveau-là, on fait un premier filtre où on enlève tout ce qui est exposition sur les souverains et les banques centrales, ainsi que le trading book lorsqu'on est une banque. Et là, on arrive sur un premier palier qui est le dénominateur du ratio cible, celui de l'alignement, et qu'on va appeler le total des actifs couverts. Ensuite, on procède à un deuxième filtre où on va enlever tout ce qui est dérivé, les contreparties non NFRD et des exclusions type cash ou prêt interbancaire. Et là, on a arrivé à un scope d'actifs qui sont soumis à une analyse d'éligibilité. Donc là, pareil, on va encore refiltrer pour enlever ce qui est non éligible. Et sur la quote-part des actifs qui est éligible, on va effectuer un dernier filtre pour enlever tout ce qui est les actifs non alignés. Et donc, aussi bien lorsqu'on est à l'étape d'éligibilité que de l'alignement, en tout cas lorsque les contreparties sont des entreprises soumises donc NFRD, là, on va utiliser leur propre reporting taxonomie. Et pour d'autres expositions qui sont plus directes, là, on va aller regarder directement les dispositions des actes délégués. Merci. Donc, Dienaba, donc en fait, on va avoir des questions un peu sur ces différentes étapes. Donc, on va commencer par la première, qui est le dénominateur pour le ratio d'éligibilité, qui est une question qui a l'air comme ça relativement simple, mais qui apparemment ne l'est pas autant que ça. Effectivement. En fait, peut-être pour redonner des éléments de contexte, c'est vrai que l'article 10 demande de publier la proportion sur le total des actifs sans pour autant définir exactement ce qu'est ce total des actifs. Et donc, à date, on a 3 vues qui se sont développées. L'une est de dire, bon, on a une lecture littérale qui est de dire total des actifs, c'est total des actifs, il n'y a aucune subtilité. Et on se réfère notamment au total bilan fin rep. Dans le cas des établissements de crédit, pardon, je ne l'ai pas précisé au début. Donc, pour les établissements de crédit, total des actifs égale total bilan fin rep sans plus de subtilité. La deuxième approche est de dire, en fait, non, pas totalement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Et donc, on va utiliser le total des actifs couverts, qui est donc le total des actifs retraités des expositions souverains, banque centrale, ainsi que trading book. Et troisième option, qui est de dire, bon, en fait, ce qui fait vraiment sens et comprendre comment se comporte le ratio selon qu'on inclut ou pas ces expositions sur les souverains et autres, on va combiner les vues A et B. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, toutes les vues, on va dire, sont admises. L'important étant que y a pas, voilà, que chaque entité indique clairement, en tout cas que les établissements de crédit indiquent clairement ce qu'il faut dans leur note qualitative pour éviter toutes sortes d'ambiguïtés, en fait, pour le lecteur. Ensuite, lorsqu'on en vient aux assureurs et asset managers, peut-être en préambule et le point de départ, c'est qu'on a la FAQ de février qui a précisé le traitement du cash, là où ce n'était pas explicite jusqu'à date. Et donc, cette FAQ précise que le cash est effectivement inclus dans le total des actifs pour ce type d'entité. Et là, pareil, on a trois vues qui sont similaires à ce que je viens d'évoquer pour les établissements de crédit. Et pareil, de la même manière que pour les banques, le plus important, en fait, est vraiment d'expliquer ce que vous faites afin de permettre aux lecteurs de suivre vraiment la réalité de votre reporting. Merci Dienaba. Alors, deuxième étape, alors il y a des choses qui sont claires. Enfin là, une des problématiques que tu mentionnes ici autour de ça, c'est parce qu'en fait, on est sur
déclaration d'éligibilité. Un des premiers filtres qu'on a, enfin, dans le second set de filtres qu'on vous avait montré, on parlait des entreprises non NFRD. Et donc là, de quoi s'agit-il? On va avoir les slides, mais voilà, en fait, une entreprise non NFRD, on peut l'apprécier par deux prismes. Soit c'est une entreprise qui est hors de l'UE, et donc là, il y a quand même deux critères à respecter. C'est d'une part que, bon, effectivement, l'immatriculation soit hors de l'UE, mais aussi, attention, que cette entité n'ait pas de titre action-obligation qui soit coté sur un des marchés réglementés d'un des États membres. Autre possibilité d'une entreprise non NFRD, c'est que c'est effectivement une entreprise de l'UE. Et là, ce qu'on va chercher à capter, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, quelles sont les entreprises qui ne sont pas des EIP? Donc là, on va regarder différents critères. Donc, le nombre de salariés, il faut qu'on aurait moins de 500 salariés, ou bien moins de 20 millions d'euros de bilan et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou qu'on soit sur des entreprises qui ne sont pas cotées. Sur ce dernier point, en pratique, ce qu'on observe, c'est qu'on capte ces éléments-là par des flags PME, entreprises non cotées, qui existent dans les bases de données. Le flag NFRD ou non NFRD n'existe pas encore, mais je pense qu'il va être amené à être capté là du fait de la taxonomie. Lorsqu'on est sur une entreprise NFRD, telle enfin, à contrario de ce qu'on vient d'évoquer, le sujet, c'est quelles sont les activités qui sont éligibles. Et là, on a essayé de représenter le mécanisme, en fait, pour ces contreparties NFRD, l'idée étant que une entreprise financière va s'appuyer sur les données taxonomie de ses contreparties. Donc, idéalement, on serait sur des données N pour un reporting N, mais bon, opérationnellement, vu les délais de publication des uns et des autres, on sera manifestement plus sur des données N-1, ce qui est accepté, enfin connu et accepté. Le point, et cette démarche a été quelque part adoubée ou confirmée, on va dire, par la FAQ de décembre, qui a bien indiqué qu'en tant qu'établissement financier, on s'appuie avant tout sur les données réelles qui ont été publiées par les contreparties. Cette année est particulière parce que effectivement, tout le monde démarre en même temps, donc pas de données des entreprises sur lesquelles s'appuyer, ce qui veut dire concrètement qu'on reporte zéro d'éligibilité pour lorsqu'on est sur des contreparties qui sont NFRD, et de facto, on va se retrouver d'une manière générale sur un reporting, sur une éligibilité limitée pour cette année. Dernier point, malgré cette situation de dire effectivement pour un certain nombre de contreparties, on n'a pas les données, il n'y a pas une option de ne pas reporter. De facto, la taxonomie s'applique obligatoirement, et on a des données obligatoires à publier, ne serait-ce qu'en termes d'exposition sur les souverains, les non-NFRD ou bien les souverains. Ceci étant dit, on a quand même la possibilité de publier un reporting volontaire qui était un peu en fait l'approche initialement de base qui avait été retenue, c'est-à-dire en s'appuyant sur les codes NAS de nos contreparties lorsqu'elles sont des entreprises. Un point d'attention, c'est que ces codes NAS qui sont inclus dans la taxonomie, du moins, comment le reformuler? S'appuyer uniquement sur les codes NAS qui sont dans la taxonomie peut être une approche un peu limitée, voire limitative, dans la mesure où bon, on a des activités qui sont éligibles même si on n'a pas de code NAS, ou des activités avec code NAS, mais quand on lit les descriptions de l'acte délégué climat, ça ne marche pas. Donc, idéalement, il faudrait le compléter par une revue des descriptions des activités qui sont dans l'acte délégué, ou voilà, une revue des critères techniques qui permettent de comprendre. Mais dans les faits, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé beaucoup, en fait. Merci Dinaba. Donc ça, c'est un point très important, hein, le fait de ne pas pouvoir, pour le reporting obligatoire, utiliser des informations, des données estimées sur les contreparties, d'attendre que les contreparties fournissent les informations.
parce que c'était un peu ambigu avant la fac, et ça a une conséquence très importante, puisque ça veut dire que dans le reporting obligatoire, on a beaucoup de choses qui disparaissent tant qu'on n'a pas les informations. Et il se trouve que la première année, comme tu l'as mentionné, il n'y a pas les informations. Donc, c'est assez structurel. Et donc, ça pose la question, du coup, de savoir si il faut faire un reporting volontaire. Et comme nous avons toujours Jean-Baptiste, ce qui est une chance, parce qu'on a des petits problèmes, on peut vous demander si vous allez publier un reporting volontaire cette année et un peu quelles étaient les motivations de ce choix, du choix que vous avez fait. Alors, effectivement, au-delà de la déclaration limitée à l'éligibilité cette année et l'année prochaine, l'indicateur relatif aux investissements ne requiert qu'une déclaration qui est largement simplifiée pour les 2 premières années d'application. Et c'est d'autant plus bienvenu que, comme tous les acteurs du secteur financier, comme vous l'avez dit, nous restons essentiellement dépendants de l'information fournie par nos contreparties qui n'ont encore rien publié. Donc, en l'absence de cette information, l'éligibilité que nous pouvons déclarer dans le cadre de cette première déclaration obligatoire, elle serait extrêmement limitée, vous venez de le dire. Alors, concrètement, pour un assureur, elle consiste essentiellement à l'exposition au placement immobilier ou aux prêts immobiliers qui sont tous les deux 100% éligibles et détenus en direct. Mais faut-il compléter cette information de manière volontaire? Il y a plusieurs manières de le faire qu'on a étudiées. On pourrait, ça a été dit un petit peu plus tôt, distinguer plus précisément les différentes activités économiques dans lesquelles on opère, c'est-à-dire donner un petit peu plus d'informations sur la gestion d'actifs, par exemple. On pourrait aussi donner plus de visibilité que celle qui est demandée sur le numérateur, le dénominateur, et ainsi un peu rentrer dans les cases des tableaux qui sont présents dans les actes délégués ou dans les recommandations de la plateforme pour la finance durable. Et puis aussi, on peut essayer d'ajouter des estimations sur nos expositions aux instruments de dette ou de capitaux propres, en ayant conscience des limites de cet exercice. C'est-à-dire que, on l'a constaté, il y a très forte disparité entre les niveaux d'éligibilité qui sont communiqués par les fournisseurs de données ESG. Ensuite, bien évidemment, avec le temps qu'on a, on a une couverture partielle de nos portefeuilles. Je pense en particulier aux investissements qui sont détenus à travers nos fonds, et notamment sur le périmètre des unités de compte, où là, on n'a pas forcément pu collecter cette information. Et puis, finalement, au-delà de la justesse et de la complétude, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il peut être utile de donner un premier ordre de grandeur, de donner un point de départ qui permettrait de préparer le marché, d'ajuster éventuellement ses attentes pour ces nouveaux indicateurs. Et donc, c'est là où il y a une opportunité sur laquelle on s'interroge avec notre management. Probablement qu'on ira un peu au-delà des obligations obligatoires, mais néanmoins avec parcimonie, parce que c'est nouveau, il ne s'agit pas d'inonder les lecteurs avec beaucoup d'informations. Et puis, pour l'instant, nous ne parlons que d'éligibilité. Donc, voilà. D'accord. Merci. C'est vraiment le challenge, je pense, de ce premier exercice, avec un indicateur sur l'éligibilité, et ça reste quand même un indicateur limité dans le sens. Et puis le fait que, comme c'est un premier exercice, que les données ne sont pas disponibles. Donc, il y a un vrai challenge. Comme je disais plus tôt, du coup, la communication autour de ça est très importante pour bien expliquer à quoi correspondent les KPI et les chiffres. Dienaba, est-ce que tous les prêts aux particuliers sont éligibles? Jean-Baptiste a un peu défloré la question parce qu'il a déjà dit que lui, il est trouvé éligible. Est-ce que tu confirmes? Alors, pas tous, mais bon. En fait, d'abord, partons du cas des établissements de crédit. Donc là, en fait, la base de départ, c'est le FinRep. Et là, on a un agrégat qui est prêt au ménage qu'on éclaterait en fait en 3 populations. Donc, en fait, tout ce qui est prêt immobilier, aujourd'hui, c'est considéré comme éligible. Le challenge sera plutôt pour l'alignement
où il faudra aller chercher des informations auprès de monsieur, madame, tout le monde. Ensuite, deuxième catégorie, les prêts immobiliers. Alors là, la subtilité vient du fait qu'on a une date de cut-off qui est indiquée dans le texte. Donc, seuls les prêts accordés à partir de la date d'application de la taxonomie, donc 1er janvier de cette année, sont dans le scope, sont dans le scope de l'éligibilité. Donc, le stock qui existait avant, lui, ne l'est pas. Et troisième population, tout ce qui est les prêts aux particuliers, autres prêts à la consommation, là, c'est pas éligible. Une fois qu'on a dit ça, le point à avoir en tête, c'est que tout ce qui est ces prêts aux particuliers, ils ne sont pas explicitement traités dans les annexes pour les autres types d'entreprises financières, en l'occurrence asset manager, assureur. Il nous semble que ça fait sens quand même pour ce type d'entreprise de se référer aux dispositions qui sont applicables pour les banques. Et ça, à minima, pour les prêts immobiliers, d'autant qu'une des FAQ de février élargit l'éligibilité des prêts immobiliers aux asset managers, donc de manière explicite. D'accord. Mais effectivement, ce sont les prêts particuliers immobiliers qui pourront être éligibles, pas les autres. C'est bien la réponse à la question. Un autre thème, c'est les green bonds qui ont un traitement particulier. Voilà. Est-ce que tu peux préciser le traitement des green bonds? Alors, le traitement des green bonds, on a essayé de segmenter selon le type d'émetteur. Ce qui ressort en relisant les différentes FAQ, notamment, l'acte délégué article 8 et les FAQ qui ont permis de préciser un certain nombre de choses, c'est que finalement, un émetteur souverain de green bond, lui, dans tous les cas, c'est non éligible et on a un traitement standard par rapport à une émission d'un souverain. Lorsqu'on est une contrepartie NFRD, qu'on soit green bond, qu'on soit sur un green bond ou un green loans, dans tous les cas, en fait, ce type d'actifs, ils sont éligibles pour la quote-part des activités sous-jacentes financées qui sont elles-mêmes éligibles à la taxonomie. Donc là-dessus, c'est un traitement préférentiel. La subtilité vient pour les entreprises non NFRD. On a dit un peu plus tôt que dès lors qu'on était exposé à une contrepartie non NFRD, elle était exclue du scope et en tout cas, on faisait un filtre. Et là, la réponse est à l'exception de green bonds, où là, on aurait ce traitement préférentiel que je viens d'expliquer. En revanche, c'est explicite que les green loans, eux, ne sont pas concernés par ce traitement préférentiel et eux, ils restent exclus du numérateur. Donc, tout ça, c'est sur la base d'informations spécifiques qui sont fournies par les émetteurs et il n'est pas nécessaire d'avoir une vérification indépendante par un tiers pour s'assurer qu'on est bien dans ce scope de green bonds, en fait. D'accord, merci Dienaba. Autre thème, c'est l'identification des administrations centrales pour les banques à partir du reporting FINREP. Et puis, il y a un peu d'interprétation de la FAQ qui va venir avec. Oui. Alors ça, c'est un point spécifique pour les préparateurs bancaires. Donc, effectivement, le point de départ, c'est le FINREP. Sauf que dans ce reporting prudentiel, il y a une catégorie administration centrale qui regroupe à la fois des souverains, administration régionale, des caisses de sécurité sociale, il y a des agences publiques, il y a un tas de choses dedans. Donc, la première étape, c'est peut-être de ségréguer cette catégorie-là en sous-catégories qui sont demandées spécifiquement pour la taxonomie. Donc, d'abord, d'une part, tout ce qui est administration centrale souverain et d'autre part, tout ce qui est administration locale. Bon, sachant que les souverains ne sont pas éligibles de toute manière et que tout ce qui est exposition sur administration centrale, ça allait dans des conditions assez restrictives qui concernent le financement de logement social ou d'activités qui sont éligibles à la taxonomie. Et donc, de fait, potentiellement, ça laisse une catégorie autre au milieu
où on n'a pas de traitement explicite en fait sur cette catégorie résiduelle. Tout ce qu'on sait au travers de la FAQ de décembre, c'est que ce type d'exposition ne relève pas de la catégorie souverain ni de la catégorie administration centrale. Donc, peut-être une des pistes à explorer sur ce sujet-là, c'est le GAR pilier 3 qui a été publié fin janvier par l'EBA, où ils indiquent que, sachant que ce GAR pilier 3 repose quand même dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, c'est la même chose que le GAR taxonomie, et que dans les instructions, ils indiquent que toutes les catégories qui ne sont pas mentionnées explicitement dans le template qui est le même vont dans la ligne autre. Donc voilà. Donc en attendant peut-être plus de clarification côté UE, l'idée serait peut-être de les mettre dans cette catégorie autre. Merci Dienaba. Alors, on va maintenant traiter le sujet des dérivés, et notamment, donc ils sont exclus du numérateur du ratio, mais est-ce qu'on peut les netter à l'actif et au passif? Alors, vue préférentielle qui a été développée et de rester sur une position brute. Donc là, on a essayé de faire un exemple où une entité donnée aurait des dérivés à la fois à l'actif et au passif, et voilà, de schématiser la position sur laquelle on serait. De manière préférentielle, on serait sur une vue brute, dans la mesure où, voilà, il est uniquement fait mention d'une notion d'actif dans les textes. Donc, bon, quoi qu'il en soit, la recommandation, et nous la réitérons, c'est que cette année, expliciter en fait dans les notes qualitatives l'option que vous avez retenue. Et pour rester sur le sujet des dérivés, là, on va aller sur les dérivés de trading pour les banques. Donc là, pareil, on nous demande de sortir le portefeuille de trading, de sortir les dérivés, et du coup, en tout cas, pour éviter un double comptage, les dérivés de trading iront soit dans le pavé dérivé ou dans le pavé portefeuille de trading. La vue préférentielle est quand même pour rester en ligne avec l'esprit du GAR principal qui porte sur le banking book, et de mettre les dérivés de trading avec le portefeuille de trading, même si aujourd'hui, en état des templates, ils ne sont pas traités dans ce KPI de trading. Ce choix a quand même une incidence sur les ratios d'éligibilité selon comme ce qu'on indiquait tout à l'heure, le dénominateur qui est retenu, et de manière claire sur le ratio d'alignement. Donc là, pareil, le message, c'est être transparent sur le choix que vous pouvez faire sur ce sujet spécifique. Merci Dienaba. Oui, effectivement, les dérivés ont du mal à trouver leur juste place au sein de cette réglementation et ne sont pas faciles à traiter. Ça nécessiterait peut-être un peu un approfondissement. On a fait le tour des points. On n'a pas été exhaustif, hein, parce que potentiellement il y en a d'autres. À nouveau, compte tenu de la complexité d'un bilan et de la complexité de la réglementation sous-jacente. Mais je pense qu'il est utile à ce stade peut-être de se tourner vers Yanja d'abord pour avoir un peu notre vision, vos attentes par rapport à ce premier reporting. Alors, sachant qu'on a fait toute cette description, on a vu qu'il y a quand même pas mal de sujets d'interprétation qui existent. Et puis, Jean-Baptiste l'a mentionné, les données ne sont pas toujours là, que ce soit les données des contreparties, ça on le voit, mais même les données internes par rapport aux détails dans les systèmes. Alors, quelles seraient vos attentes pour ce premier reporting? Alors, merci Rami. Alors effectivement, la présentation qui vient d'être faite illustre très très bien à quel point ces nouvelles obligations de reporting sont complexes et la nature des questions qui se posent encore aujourd'hui, effectivement, malgré les FAQ. On est dans un contexte particulier, dans un cadre mouvant, puisque déjà l'environnement global de la taxonomie n'est pas figé.
On attend des critères techniques sur les autres objectifs environnementaux, par exemple, et l'application des textes, comme on l'a vu, donc soulève des questions et la Commission et toutes les parties prenantes continuent à travailler pour apporter des éclairages en ce sens. Dans ce contexte, pour les premiers reportings, côté AMF, on aura une approche réaliste et pragmatique. On reconnaît que dans ce contexte, les parties prenantes apprennent en marchant et font effectivement avec les données disponibles. Le niveau de maturité des sociétés ne sera pas forcément homogène. Ce qui sera important à notre sens, et sans surprise, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement la transparence dans les informations qui sont fournies, expliquer ce qui a été fait, les hypothèses, les choix méthodologiques retenus, la composition des KPI, la description des activités. L'objectif, finalement, c'est qu'on comprenne bien ce que les premiers reportings donnent toutes les clés de compréhension dans la construction de ces données, avec aussi l'objectif de se dire l'année prochaine, on sera encore dans ce reporting d'éligibilité. Il faut arriver à suivre et comparer d'une année sur l'autre l'évolution de ces KPI. Donc, l'année prochaine, il y aura probablement des données disponibles qui ne le sont pas aujourd'hui. Comment on passe de l'un à l'autre? Il y a également aussi peut-être des nouveaux éléments dans les FAQ. Donc, effectivement, comme ça a été dit, expliquer l'option qui a été retenue, quelle a été la démarche. Ensuite, il y a effectivement des KPI d'éligibilité qui visiblement seront faibles, voire nuls. Les sociétés pourront aussi expliquer les raisons on peut rappeler que le niveau d'éligibilité n'est pas un indicateur de durabilité environnementale, donc ça ne démontre pas du caractère vertueux ou non des activités exercées et des expositions de l'entité. Et enfin, en cas de publication donc de reporting volontaire, pour les sociétés qui le souhaitent en complément des reportings réglementaires, les sociétés sont évidemment encouragées, comme on l'a dit tout à l'heure, à se référer aux recommandations de la plateforme en ce qui concerne donc la présentation de ces informations, la non-prééminence des informations, de ces informations par rapport au reporting réglementaire et bien entendu l'importance de la transparence également dans ces reportings volontaires. En quoi cela diffère du reporting réglementaire, les méthodologies retenues, les périmètres, les différentes options retenues donc, en comparaison et par différence. D'accord, merci Yanja, c'était très clair. Jean-Baptiste, je me tourne vers vous et on a déjà mentionné un certain nombre d'éléments techniques, mais du coup je vais dézoomer et peut-être vous reposer une question plus générale pour savoir comment vous avez organisé votre projet taxonomie avant d'aborder d'autres questions. Tout d'abord, je partage totalement le descriptif de l'environnement qui a été donné par Yanja. Et je le répète, ces nouvelles exigences, elles sont finalement assez récentes. Le texte final a été publié il y a un peu plus de 6 mois. Les compléments d'information, les fameuses FAQ, ont été communiqués au compte-gouttes jusqu'à début février. Donc, on va dire c'est tout frais. Et il faut donc reconnaître que, comme tout le monde, nous sommes encore dans une phase d'appropriation. Durant cette phase, chez AXA, nous avons constitué un groupe de travail qui rassemble des expertises assez diverses. Elle rassemble par exemple les équipes qui historiquement étaient en charge des déclarations de performance extra-financières. Elle rassemble aussi des membres de la direction financière qui restent les garants du traitement des informations chiffrées, et puis aussi des experts de la direction des investissements ou de la direction des risques. Et donc pour ce premier exercice, nous avons privilégié une approche centralisée et très pragmatique. En attendant d'y voir plus clair sur les exigences réglementaires et la manière dont il faut les décliner opérationnellement, nous avons finalement fait le choix de solliciter assez peu nos entités, parce que dans ce cas-là, ça nous aurait conduit à concentrer nos efforts sur la coordination, alors que nous avons préféré prioriser la réflexion, le discernement, pour préparer une information qui est en conformité avec le texte, utile et qui fait sens pour ceux qui vont la consulter. Et donc ce format réduit nous a permis de rester assez agile, sachant que dans un second temps, on aura une phase d'industrialisation. Elle suivra en impliquant davantage les entités,
en utilisant les canaux qui existent ou qui seront à mettre en place, et aussi en établissant des procédures et des contrôles robustes pour produire cette information. Merci. Oui, je pense que vous avez mentionné un point qui est très important au tout départ, hein, que je relève parce qu'on le voit à peu près systématiquement, c'est le fait d'avoir constitué une équipe avec des multiples expertises pour un peu traiter toutes les dimensions. Et c'est un peu la spécificité de cette réglementation taxonomie, c'est qu'elle traverse finalement pour être appliquée des domaines différents et qu'il faut mettre ensemble en fait, hein, donc la finance, l'ESG et puis la direction des investissements. Et c'est pareil dans les entreprises non financières. Alors, quel est votre… donc, je passe à l'autre set de questions qui sont… Alors, peut-être que vous avez déjà commencé à en parler, je l'ai dit, hein, quel est votre état d'avancement et les difficultés. Vous avez déjà mentionné un certain nombre de difficultés, donc on imagine bien le type de difficultés que vous pouvez avoir. Mais est-ce que vous pouvez peut-être commenter? Alors, effectivement, il y en a un certain nombre. La plus immédiate, c'est celle de devoir avancer au même rythme que la préparation de l'information financière. Ça nous oblige à arrêter rapidement des choix sur ce que nous allons présenter dans le rapport annuel. Il y a clairement une volonté de rester simple, d'être clair et transparent, comme ça a été mentionné, et sans nécessairement inonder non plus d'informations qui manquent encore de maturité et qui vont, on l'a dit, hein, inévitablement évoluer durant les prochains exercices. Donc, c'est le juste équilibre qu'il faut arriver à trouver et qui n'est pas évident. La difficulté majeure cette année, c'est très clairement de s'approprier correctement ces nouvelles obligations déclaratives avec les informations disponibles, et puis aussi en prenant en compte le fait que le sujet est assez sensible. C'est-à-dire que les administrateurs, les dirigeants vont insister pour être quand même assez prudents, ne pas s'exposer à un risque réputationnel ou à des accusations de greenwashing. Donc, effectivement, on en revient à cette transparence qu'il faut trouver, et en même temps, on est limité par les données, par notre compréhension des textes, et il y aura peut-être des divergences, une comparabilité difficile à établir avec nos pairs, même au sein d'un même secteur. Oui, c'est une tension effectivement à gérer entre les attentes que ce reporting taxonomie, hein, qui est finalement un des premiers reporting un peu institutionnels New Generation par rapport à tout le plan de la finance durable qui va devoir être fait, et tous les problèmes en amont, hein, dont on a parlé, hein, qui sont la clarté de ce qu'il faut faire et la disponibilité des informations, etc. Donc, il faut arriver effectivement à gérer les deux, ce qui est un challenge, mais que vous allez relever, forcément. On n'a pas de choix. Et donc, si on essaye de se projeter sur la suite, c'est l'autre round de questions, notamment pour les reporting d'alignement, mais peut-être au-delà, hein, de savoir un peu finalement comment peut s'intégrer ce reporting taxonomie un peu dans le reporting plus global. Et si vous avez des demandes à faire aux normalisateurs pour faciliter l'exercice, quelles seraient-elles, en espérant qu'elles seront reprises et écoutées? Alors, pour la suite, je le mentionnais un petit peu plus tôt, hein, le second exercice de cette période transitoire, il va nous permettre d'affiner nos travaux d'analyse, de les étendre à un périmètre plus large de nos activités, de nos actifs, et puis de commencer à industrialiser cette production d'informations en impliquant davantage nos entités. Mais bon, avant cela, il faudra quand même clarifier un certain nombre de points qui restent ouverts, et puis aussi travailler avec des fournisseurs de données ESG pour qu'ils répondent au mieux à nos besoins. Enfin, on a évoqué des sujets de calendrier, de disponibilité d'informations assez tôt dans l'année sur un exercice, certes précédent, mais ça reste un défi pour un certain nombre d'entre eux. J'ai évoqué plutôt la question des fonds, qui est un vrai sujet pour récupérer l'éligibilité et puis plus tard l'alignement. Donc voilà, donc sont des initiatives qui, certes, vont se concentrer sur l'éligibilité, mais pas seulement. On voudrait aussi assez vite aussi mettre le focus sur le reporting d'alignement, et alors sans forcément anticiper une déclaration qui serait alors volontaire, mais plutôt pour nous y préparer au plus tôt et mesurer les impacts en termes de process, mais aussi les impacts en termes de quel sera le chiffre final, et donc de gérer cette communication.
Alors, vis-à-vis des normalisateurs, il y a effectivement, je pense qu'on pourrait faire une liste assez longue d'éléments, mais je pense qu'il y a peut-être 3 messages, 3 points clés sur lesquels on va probablement engager les différents régulateurs. Je pense que le point crucial, c'est de maintenir un canal de communication, un canal d'échange avec ces régulateurs, que ce soit la commission, la plateforme, les autorités de supervision, pour mieux préciser les attentes. Et il reste des questions sur l'éligibilité, il reste des questions sur la taxonomie. Enfin, je vais vous donner un exemple très concret, très simple. Si on prend la taxonomie telle qu'elle existe aujourd'hui, la construction ou la maintenance d'une éolienne est considérée comme éligible, mais la détention, c'est-à-dire l'investissement dans un parc d'éoliennes, ne l'est pas explicitement. Alors, est-ce que les infrastructures rentrent dans le champ des activités de détention de biens immobiliers? Dans ce cas-là, les critères techniques s'y appliquent mal. Donc, il y a probablement un petit peu de travail pour déjà affiner ce document, et on sait qu'il est dynamique. Donc, ce sera peut-être aussi une partie des échanges qu'on aura. Et puis petit à petit, on va regarder les critères techniques pour mesurer l'alignement. Et je pense que ça va faire émerger très vite un certain nombre de questions quand on se penchera sur ce sujet. Par ailleurs, je pense qu'il est très important de demander aux autorités de supervision de bien s'aligner sur les exigences. On le voit, le BA, les IOPA, l'ESMA n'ont pas adopté les mêmes définitions, la même terminologie, les tableaux sont différents, et ça crée de la confusion alors que les concepts sont très proches. Vous l'avez présenté de manière assez générique, mais dans les faits, ce n'est pas exactement le cas. On a vu l'ambiguïté sur les prêts immobiliers, donc on assume un certain nombre de choses, mais je pense que ça mériterait d'être bien clarifié. Et enfin, j'inviterai aussi le régulateur à ne pas complexifier davantage un environnement qui est déjà pas simple. On voit qu'avec le nouvel acte délégué qui concerne les activités liées au gaz et au nucléaire, il y a de nouveaux sous-indicateurs qui doivent être intégrés, et ça ne va pas simplifier la lisibilité de cette information ni sa préparation. D'accord. Bon, bah voilà, on a une liste. Merci Jean-Baptiste. N'hésitez pas à intervenir par la suite. Il y a déjà, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la liste de Jean-Baptiste, mais déjà, on a vu qu'il y avait des sujets d'interprétation qui étaient ouverts. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des travaux ou s'il y aurait des pistes pour avoir des mécanismes qui permettent de résoudre ces points d'interprétation sur la taxonomie? Alors effectivement, les points d'interprétation sont mis en lumière au fur et à mesure qu'on avance dans l'appréhension du texte et la préparation des reportings. Là, on parle d'éligibilité, mais effectivement, demain, il y aura sans doute aussi des questions sur l'alignement. Je pense qu'il y a 2 niveaux. Donc, côté national, côté AMF, de notre côté, hein, on n'écrit pas le texte, on va voir les publications des sociétés, les textes sont faits par la Commission européenne. Sur cette base, nous avons toujours été soucieux de la convergence européenne, et il n'est pas de notre rôle d'interpréter localement un texte européen qui est donc d'application directe. Donc, nous continuons à œuvrer dans le sens d'une harmonisation en contribuant aux travaux et aux réflexions pour apporter des réponses donc, européennes aux questions qui se posent. Donc, à titre d'exemple, nous avons partagé au second semestre 2021 un certain nombre de sujets et de questions auprès de l'ESMA et la Commission, dont une bonne partie a trouvé des réponses dans les FAQ publiés. Nous ferons de même dans les prochains mois. On va poursuivre les discussions avec les parties prenantes françaises ou européennes, donc les émetteurs, les associations représentatives, les commissaires aux comptes, les OTI, les instances aussi nationales, hein, comme la DGT ou la CPR, et puis les instances bien évidemment internationales, l'ESMA, la Commission. L'idée, c'est de comprendre les enjeux techniques identifiés, les discuter dans la perspective de futurs travaux européens. Et je pense que Jean-Baptiste l'a dit, il faut collectivement qu'on contribue à cette remontée. Donc, il y a ce canal d'échange, effectivement, avec la Commission, la plateforme et les ESA. Tout le monde peut remonter, effectivement, des sujets dans ce cadre-là. En tout cas, nous, on le fait. N'hésitez pas voilà, à échanger avec nous dans ce cadre-là.
La commission travaille étroitement avec les ESA, donc l'ESMA, l'EBA, l'EIOPA, et il continue, tout ce monde continue à travailler pour apporter des réponses et on espère de nouvelles publications de la commission en 2022, en particulier pour préparer donc les reportings d'alignement. D'accord, merci Yenja. Donc on va passer à l'autre section. Hein. J'ai noté un certain nombre de points qui sont la transparence, on l'a repris, le caractère progressif de ce projet finalement de reporting taxonomie et la nécessité de se projeter sur les prochaines étapes et en étant très pragmatique, je dirais, sur les étapes immédiates. Et puis surtout les échanges. Hein. Je pense que finalement, vous l'avez dit tous les deux, Yenja et Jean-Baptiste, et nous on l'a aussi expérimenté. Échanger sur les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent est très important parce que derrière, ça permet donc, potentiellement de générer une réponse. Et c'était, je pense, aussi le mécanisme des FAQ qui aboutit à ça. Il reste malgré tout qu'avec ce système européen, effectivement, ça se passe à un niveau européen et donc c'est plusieurs couches en fait. Et c'est une réglementation européenne, donc il faut qu'il y ait une interprétation européenne. C'est pour ça que le canal est pas aussi immédiat que ça, mais voilà, vous l'avez mentionné, Yenja, on peut passer par vous à minima pour remonter les sujets. Alors un petit, on va passer maintenant sur le sujet de la vérification des informations sur la taxonomie. Dienaba, est-ce que tu peux nous donner les modalités de vérification? Oui, alors donc pour cette année, il y a peut-être 2 points à évoquer. Le premier, c'est que du moins en France, il y a le sujet de l'intervention de l'OTI dans cette revue qui revoit habituellement la DPEF. Et donc pour cette année, il ressort de position de la CNCC que les informations taxonomie en fait n'entrent pas dans le champ de la revue obligatoire qui est effectuée par l'OTI sur la DPEF. Cette revue, elle est prise en charge par le commissaire aux comptes qui va vérifier en fait, d'une part, l'existence effective des informations de la taxonomie pour les entités qui sont concernées et d'autre part, s'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularité ou en tout cas de points qui sont manifestement orthogonaux avec par rapport à sa connaissance qu'il a du reporting financier par ailleurs. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour cette année. Pour l'année prochaine, donc 2023, et qui portera sur le reporting 2022, à date, on n'a pas encore de visibilité. Et dans le cadre de la future CSRD, qui n'est pas encore d'application, déjà, d'une part, on sera sur un scope étendu, mais d'autre part, voilà, les données taxonomie qui seront revues avec une assurance limitée. Mais bon, à ce stade, l'échéance est un peu plus lointaine. Merci Yenja. Alors, on va parler peut-être maintenant des prochaines étapes qu'on a déjà mentionnées pour partie, avec un premier élément de calendrier sur les actes délégués complémentaires. Avec, vous savez, ça a été adopté par la Commission européenne donc le 2 février. Les actes délégués accompagnés de 3 annexes, dont un template de reporting qu'a mentionné Jean-Baptiste. On a une fin de période d'examen par le Parlement et le Conseil européen, normalement en juin 2022. Et ce qui nous amène à une application au 1er janvier 2023, donc si tout le processus arrive à son terme. Donc un reporting au 1er janvier 2023 sur la base de l'exercice 2022. Et donc, effectivement, des templates mentionnent des expositions sur des secteurs qui sont alignés, éligibles mais non alignés ou non éligibles, avec effectivement des templates spécifiques et des informations spécifiques.
Alors, la conséquence, malgré tout, du fait que la fac, la précédente, a dit qu'on ne peut pas utiliser de données estimées de la part des entreprises sous-jacentes, donc il faut attendre qu'elles fournissent les entreprises, font que pour le secteur financier, on aura toujours un décalage d'1 an. Et donc, quand bien même il y aura un reporting en 2023, le reporting obligatoire, comme les informations ne seront pas disponibles, devrait être 0, mais ça ouvrira, comme on a déjà vu, la voie à un reporting volontaire qui sera possible. Et donc, cette non-possibilité d'utiliser des estimations, finalement, entraîne de facto un décalage d'1 an pour une institution financière sur le reporting obligatoire. Et donc ça, on va le voir aussi sur les autres thèmes de la taxonomie, et notamment, on l'a mentionné, on attend les 4 autres objectifs environnementaux, avec un rapport final de la plateforme qui devrait être émis à la fin mars 2021, et ensuite un processus où la commission devra produire un acte délégué sur la base de ce rapport, et puis éventuellement l'ouvrir à consultation. Alors, il y a d'autres éléments qui sont attendus aussi de la part de la plateforme, notamment un rapport sur les garanties minimales, le rapport final sur la taxonomie sociale, le rapport sur la taxonomie harmful. Et on l'a mentionné, de la même façon qu'il y a eu des FAQ sur l'éligibilité, des FAQ sur l'alignement, mais qui devraient arriver plus tard dans l'année. Donc, j'espère qu'ils arriveront avant décembre ou février de l'année d'après, mais en tout cas, pas avant l'été, je pense que c'est sûr. Et l'impact aussi qu'on a sur le fait d'avoir un acte délégué ou une adoption de l'acte délégué sur les 4 objectifs environnementaux, potentiellement en 2022 pour une application à partir de 2023, c'est que maintenant sur le reporting lui-même, article 8, si on suit ce qui est écrit dans le texte de l'acte délégué, il faut qu'il y ait un décalage de 12 mois entre la date, voilà, c'est un peu plus large, entre la date d'entrée d'application des règlements délégués qui contiennent les critères d'examen technique, et la date du reporting. Donc, ce délai de 12 mois fait que ça nous amène à un reporting en 2024. Et à nouveau, comme on l'a dit plus tôt, pour les institutions financières, on aura toujours le même problème. Si les entreprises non financières reportent en 2024, les entreprises financières n'auront pas l'information en 2024. Et donc devront mettre dans le reporting obligatoire 0, et puis ensuite il y aura tout le phénomène de reporting volontaire de la même façon. Voilà un peu les éléments de calendrier et les contraintes, et ce qui fait que, en 2024, de facto, finalement, dans le reporting obligatoire, pour le coup, le détail de l'alignement, mais sur les objectifs climat, puisque le reste sera dépendant de ce calendrier. Voilà les éléments de calendrier. Ça veut dire quand même qu'il y a un programme assez chargé en plus du climat à traiter, et toujours dans cette logique, je pense qu'on a mentionné d'intégration progressive, d'analyse et d'adaptation des processus et des systèmes. Et c'est donc une réglementation qui est assez impactante. Jean-Baptiste a mentionné le fait que ça devait mobiliser beaucoup de départements différents. Et quand on regarde tout ce qu'il faut produire et un peu la granularité et la richesse de ce qu'il y a à produire, on voit que c'est une réglementation impactante et importante à la fois pour les informations non financières comme pour les informations financières, avec le challenge en plus pour les informations financières d'articuler cette réglementation avec toutes les autres qui sont demandées. Et du coup, je vais passer peut-être à une question d'Yenaba qui a été remontée dans le chat, qui est sur les SGP. Une SGP qui n'investit pas dans l'entreprise de l'Union européenne, et donc pas dans les entreprises soumises à la NFRD ou CSRD, donc FRD pour l'instant, n'est pas tenu de reporter sur la taxonomie. Est-ce que tu confirmes ?
Alors, tout va dépendre de est-ce que cette SGP, elle est EIP. Donc, on s'attend pas d'une manière générale. Hein, y a pas le seuil des 500 salariés n'est pas atteint. Enfin, tous les critères ne sont pas atteints. Donc, de manière générale, les SGP ne sont pas tenus de publier des données taxonomie. Par contre, le point d'attention, c'est que si vous avez des fonds, les fonds sont, enfin, potentiellement, hein, si vous les classez en article 8 ou article 9, vous pouvez devoir reporter sur la taxonomie au titre de SFDR. Et dans ce cas-là, en fait, dans le cas spécifique qui est évoqué, donc d'entreprises qui sont des entreprises de l'UE qui ne sont pas soumises à la NFRD, bah, je pense que du coup, on cocherait la case non NFRD à minima, mais effectivement, à titre volontaire, surtout si ce sont des fonds qui investissent sur un des objectifs climatiques qui est relayé par la taxonomie, ça peut être une bonne pratique effectivement de reporter. Alors, la problématique pour les SGP, pour être tenue à l'article 8, il faut qu'elles soient elles-mêmes soumises à la DPEF. Et si elles font partie d'un groupe qui est soumis à la DPEF, eh ben, c'est une des questions que Diana-Ba avait présentées au début. C'est le groupe, c'est un groupe bancaire, c'est le groupe qui doit publier l'information. Après, si elle qu'elle est tenue à faire un reporting de l'article 8 et qu'elle a dans son portefeuille des entreprises qui sont elles-mêmes non soumises à la NFRD, on revient aussi sur les questions qu'on a présentées, c'est que pour ces entreprises, il n'y aura pas elles ne seront pas soumises à la taxonomie puisqu'elles sont exclues du scope. On garde dans les entreprises dans lesquelles on investit simplement celles qui sont soumises à la FRD, sachant qu'on l'avait montré dans le calendrier, il y aura une revue en 2024 qui pourrait aboutir à les inclure en 2025. Alors ça, c'est pour le reporting article 8. Et là où c'est un peu compliqué, je pense, à suivre, c'est qu'il y a le reporting article 8, qui est celui qui est rentré dans la DPEF. Et puis, il y a la réglementation SFDR, qui a inventé son propre jargon, qui est maintenant connu, qui sont dans SFDR, il y a des fonds qui sont dits article 6, article 8 et article 9, qui sont des fonds qui ont une part de durabilité plus ou moins importante dans leur constitution. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, pour les fonds article 8 et article 9, il y a des exigences de reporting à la taxonomie, mais qui sont différentes de tout le corpus qu'on vous a discuté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'éligibilité, on ne parle pas d'exclusion d'entreprises qui ne sont pas soumises à la NFRD, on est vraiment dans l'alignement avec la taxonomie. Et donc, ça fait partie des éléments d'alignement et de confusion qui peuvent exister potentiellement dans les réglementations. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, je vous vois opiner, si vous voulez. Je confirme qu'effectivement, dans les échanges qu'on a aussi bien en interne ou en externe, c'est très souvent source de confusion. Et même entre les textes et la terminologie, ce n'est pas toujours simple à appréhender. Et donc, sur les fonds article 8 et article 9, il n'y a pas de notion d'éligibilité. On est vraiment sur l'alignement. Donc, tout ce qu'on mentionne, tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui et ne s'applique pas. Et donc, comme on l'a dit, on fera spécifiquement, et on voit bien que c'est nécessaire, une webcast sur SFDR et les liens avec la taxonomie. Ce que je voudrais mentionner aussi, pour les SGP, il y a aussi l'article 29 de la loi énergie-climat qui va s'appliquer et qui, à partir de 2023, va aussi demander, indépendamment de l'article 8, l'article 29 de la loi énergie-climat va demander un reporting sur l'alignement avec la taxonomie de la SGP elle-même. Donc, on va aussi avoir, mais c'est à partir de 2023, cette information qui devra être publiée. Je sais pas, si vous avez des commentaires comme ça que vous voulez donner, Jean-Baptiste et Yann-Jean, n'hésitez pas. Nous aurons pu mettre au menu plus de questions interprétatives, Diana-Ba. On avait peur déjà d'en avoir mis beaucoup.
beaucoup. Voilà, vous mentionnez, et ça sera une bonne transition avec les questions qu'on a eues là, au moins pour les secteurs de la banque et de l'assurance. On a fait un guide sur la finance durable en partenariat avec l'ORS qui reprend l'ensemble de ces réglementations, qui les synthétise dans un document, alors qui fait, les deux font plus de 100 pages, mais où en fait on peut justement voir les interactions de ces différentes réglementations, leurs différences au même endroit, avec un niveau à la fois de synthèse et de précision qui permet de bien entrer dans ces réglementations. Donc elles sont disponibles sur le site internet. Et ça me permet d'introduire les prochains événements qu'on va pouvoir faire, puisqu'on va faire une autre webcast le 15 mars autour justement de ces guides, en essayant de voir toutes les réglementations pour faire un bilan d'étape et voir un peu les perspectives à la fois en termes d'impact sur les organisations des entreprises et puis les impacts sur les évolutions de la réglementation. Je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressé. Le moment pour moi de vous remercier. Jean-Baptiste, Yanja et Dienaba pour votre participation. Je pense que ça a été assez complet en termes de discussion et d'interaction. Il y a encore beaucoup de points potentiellement à venir. Donc, on verra dans les mois, en fonction des textes qui sortent ou qui passent et avec les publications, de refaire ce type d'événement. Le code de participation, je ne sais pas si tu l'as, Dienaba, ça pourrait m'aider. Alors, c'est le XYTN. Voilà, je ne pouvais pas l'inventer facilement. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour votre participation. Il y a un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas aussi à le remplir.